Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans ce vidéo, c'est parti mon kiki, on lance notre playthrough, mettant aux prises North Winter dans le rôle de l'anglais, Rico dans le rôle du français, Red Birdie dans le rôle de l'autrichien et votre humble serviteur dans le rôle de Castile. On est tout du monde actif, c'est très le fun. C'est peut-être moi, curieusement, qui... non, je pense que North Winter n'a jamais joué. Moi, j'ai une grosse demi-game à mon actif. Je pense que c'est notre joueur français qui a le plus d'expérience, puis l'Autrichien a peut-être joué 2 games, lui, dans son cas, là. Mais tu sais, il n'y a personne qui est un pro absolu là-dedans, là. Mais bon, dans cette vidéo-là, je vais passer à travers un petit peu le setup. En même temps, on va avoir un aperçu des différentes composantes du jeu, là. D'abord, le board que vous allez setuper grâce au rulebook qui est ici. Fait que chaque joueur peut suivre, là, puis les joueurs ont même des petites cartes pour les aider à faire le setup, là, vont venir placer les rondelles correspondant à leur couleur puis à leur faction sur les différentes provinces. Fait qu'encore là, un petit peu de nomenclature. Rennes, par exemple, qui est ici, c'est considéré une province qui fait partie de l'area Britannie et Normandie. Donc, un area contient plusieurs provinces. À partir du moment où il y a une petite rondelle dessus, là, le jeu appelle ça une town aussi, un village ou une ville. Puis il y a des petites villes, celles qui n'ont pas de L entre parenthèses, puis des grandes villes, celles qui ont un L entre parenthèses. On est capable de voir justement la différence, par exemple, entre Paris puis Berry. C'est pas la même grosseur là, de marker, là. Les grosses villes sont plus payantes, sont plus dures à assiéger, puis en tout cas, ont ont différentes caractéristiques. Le jeu va aussi appeler des PR, des Player Realm, les royaumes qui sont joués par des humains, puis des NPR ou Non-Player Realm, comme par exemple eux autres ici, là, qui ne sont pas joués par des humains. C'est quand même important, puis utilisé à tour de bras dans la nomenclature. Fait que tous les joueurs vont venir placer là, leur ville, petite et grosse, aux endroits indiqués ici. Les joueurs vont aussi placer un certain nombre de cubes d'influence de leur couleur dans les areas qui sont mentionnés ici. Fait qu'on voit par exemple que le français commence avec 2 cubes d'influence à Languedoc, on les voit ici. Un area a une limite de 5 cubes au total, toutes couleurs confondues. Puis ces cubes-là, là, vous vous en doutez avec le nom, cubes d'influence, vont vous aider justement à brasser de la merde un peu dans l'area, là, puis à avoir des alliances, là, puis de faire des tractations diplomatiques dedans. Après ça, on est capable de voir, bon, on est tous catholiques en partant. Certaines factions ont des alliances représentées par des genres de 2 petits drapeaux ici, là, comme la France qui est alliée avec l'Écosse et la Provence. Les factions commencent aussi avec un certain nombre de claims que le jeu appelle, là. Fait que, par exemple, le français a un claim en Britannie et Normandie, puis en Aquitaine, parce qu'il a un œil quand même, un œil très intéressé sur certaines provinces dans ces areas-là qui sont contrôlées par le méchant anglais, là. Fait qu'un claim, c'est la principale raison de partir en guerre, là. Fait qu'autrement dit, le français considère que ces provinces-là lui reviennent de droit, là. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir, là. Puis juste ça, c'est une raison suffisante de faire la guerre. On n'a pas grand-chose à cette époque-là, quand même. Certaines factions vont commencer, entre autres, l'anglais commence avec un mariage aussi avec le Portugal, puis l'Autriche avec un mariage avec la Hongrie. Vos marchands vont commencer dans certaines, ce que le jeu appelle des nœuds d'échange, des trade nodes. Il y a des nœuds maritimes comme Bordeaux, puis il y a des nœuds terrestres comme Saxonie, par exemple, qui est ici. On va y revenir quand on va parler, évidemment, plus du trade. Puis il y a un petit peu d'unités qui commencent sur le board, pas tant que ça. Une coupe de petits bateaux, là, ce que le jeu appelle des bateaux légers, des light ships, qui vont commencer à une coupe de place. Puis une coupe d'armées qui sont représentées par ces 3 bonhommes-là. Fait que chaque camp, mais je vais ouvrir un player board là, maintenant, là. Chaque camp a le droit à maximum 3 armées puis une flotte. Fait que l'armée qui correspond à ce bonhomme-là, dans le cas du français, contient 2 unités d'infanterie puis une unité de cavalerie. Donc, toutes les unités dans ce jeu-là ont la même, c'est toutes des meeples comme ça. Puis c'est l'endroit où vous allez crisser le meeple à l'intérieur de l'armée qui va déterminer si c'est de l'infanterie, de la cavalerie ou de l'artillerie. Vous n'avez pas de petits chevaux puis de petits canons pour faire piou-piou là-dedans. Là, vous avez tous les mêmes petits bonhommes
Mais si c'est des cavaleries, vous allez le mettre à la bonne place à l'intérieur de votre armée. Par défaut, un petit bonhomme comme ça, tout nu, en plein milieu d'un area, c'est nécessairement considéré de l'infanterie, parce que pour avoir de quoi de plus compliqué, il faut absolument que ce soit dans une armée. Un peu comme les coins, chaque joueur va prendre les rondelles qui lui restent, qui n'ont pas été crissées sur le jeu, puis il va venir les placer de sorte qu'on est capable de voir d'un coup d'œil, par exemple, que le français commence avec 8 petites villes sur le jeu, puis 4 grosses villes sur le jeu. Ça, ça vous montre aussi ça va être quoi le revenu du français à la fin du tour, puis c'est quoi le manpower, euh, la main-d'œuvre militaire là, qui est disponible pour le français dans son cas 8. Il y a le potentiel d'avoir énormément de vassaux aussi, mais dans le cas du français, tous ces vassaux commencent sur son player board, mais ça aussi, au fur et à mesure qu'ils sont placés, ça augmente les revenus puis ça augmente le manpower. Le manpower, ben, il est soit distribué dans vos armées, recruté sur le board, il peut être disponible aussi, ou il peut être exhausted quand il y a des unités qui crèvent, ils s'en vont là, puis là, bon, il y a certaines mécaniques qui vont les ramener disponibles pour que vous puissiez les réutiliser plus tard. Chaque camp commence avec une stabilité à 0, ça peut monter jusqu'à maximum +3, minimum -3, avec des impacts positifs ou néfastes, comme vous vous en doutez. Chaque nation commence avec 15 piastres et chaque nation commence avec 3 cubes de chaque type, administratif, diplomatique ou militaire. Chaque faction commence avec un rouleur vraiment historique. C'est d'ailleurs au bas de la carte de setup que vous retrouvez ce rouleur-là, celui qui était présent en 1444. Fait que normalement, dans le vrai jeu, là, puis c'est ce que j'ai essayé de faire dans le module vassal, la carte est glissée en dessous du player map de sorte qu'on ne voit que le rouleur, qui a 3 valeurs qui correspondent aux 3 types de power, de monarque qui appellent dans le jeu. Là. Fait qu'au début, on part tout pareil, 3, 3, 3. Mais à l'avenir, votre rouleur est crissement important pour déterminer combien de cubes vous allez avoir de besoin. Fait qu'on voit que la diplomatie, c'était pas la force de Charles VII. Par contre, du côté administration puis du côté militaire, là, il est quand même pas pire. Certains rouleurs vont avoir un nombre de dés ici. C'est des dés de bonus que vous allez avoir si le rouleur est assigné à une armée au péril de sa vie, là, parce qu'il est susceptible de manger des volets quand vous décidez de faire ça. Par contre, ces bonus-là, c'est quand même pas négligeable. Puis chaque rouleur, puis chaque conseiller, tant que ça, va avoir une petite forme géométrique ici. C'est pour réglementer, là, comme dans beaucoup de jeux de ce type-là, là, la longévité du rouleur, puis le passage du temps. Puis éventuellement, là, ces symboles. Vous allez retrouver ces symboles-là au bas de certaines cartes d'événements. Fait que la première fois qu'un triangle va popper, dans le cas de Charles VII, on va venir mettre un petit jeton de blessure dessus, pas nécessairement parce qu'il est blessé, mais parce que ça nous indique que bon, il y a déjà un pied dans la tombe, si on veut. Puis quand il y a un deuxième triangle qui sort, ben là, that's it, Charles VII lève les pattes. Et il faut espérer que le français a quelqu'un pour le remplacer parce que c'est pas recommandé d'essayer de rouler votre royaume sans personne à sa tête. Tatan, ben ça c'est pas pire, je pense, pour ça. Ensuite, on va venir brasser les 3 decks de cartes d'action qui correspondent encore là aux mêmes 3 couleurs et aux mêmes 3 patentes, administration, diplomatie, puis militaire. C'est des decks qui sont utilisés dans tous les scénarios. Ça, c'est shufflé, puis c'est mis de côté pour l'instant. Le deck d'échange, de trade, commerce, whatever, lui aussi va être shufflé, sachant que, bon, dépendamment du scénario, comme dans le cas de ce scénario-là qui commence en 1444, il n'y a à peu près rien du Nouveau Monde qui est découvert. L'Amérique n'est pas découverte, l'Afrique non plus. Là, je parle là, pour le peuple européen. L'Inde et l'Arabie, là, puis le coin un peu, là, Australie, East Indies, Chine et Japon. Fait il y a des produits de trade qui sont exclusifs à ces régions-là, qui sont évidemment pas dans le deck au départ. Par contre, dès que quelqu'un va découvrir une première place en Amérique, ben là, let's go, la fourrure, le tabac, le sucre, l'or. En tout cas, il y a des cartes additionnelles qui vont être crissées dans le deck de trade. On va y revenir, mais pour l'instant, dans le deck de trade, c'est pas mal rien que des produits locaux du terroir européen. Puis les produits plus exotiques vont venir au fur et à mesure qu'on va explorer euh, le nouveau monde ou ce que le jeu appelle les continents distants. Le deck d'événements, c'est une fucking science, thank you very much. On joue 2 âges, nous autres. Puis là, il faut créer le deck un peu à la pandémie, là, un peu comme un coin, encore une fois. Il faut seeder le deck d'une certaine façon. Fait qu'on voit des cartes. Ça, c'est les numéros des cartes. Puis les cartes en gras, ça veut dire un autre de cette petite patente. Fait que il y a un certain nombre de cartes qui vont aller dans la première moitié de l'âge 1, deuxième moitié de l'âge 1, première moitié de l'âge 2, deuxième moitié de l'âge 2. Ça va vous donner 40 cartes au total
il y a 5 cartes d'événements qui vont être utilisées à chaque ronde. Fait qu'un âge, c'est 4 rondes. On joue 2 âges, 8 rondes au total, 8 x 5, 40 cartes dans le deck d'événements. Sachez que nous, dans notre game, on a décidé d'un commun accord de jouer avec une version un petit peu plus imprévisible euh, à propos de la mort des rulers puis de la mort des advisors. Normalement, les formes géométriques que je vous parlais tantôt, là, ils arrivent en jeu de manière très scriptée puis et moi je trouve trop prévisible, qui fait qu'on est capable de voir, ah, il y a un triangle qui est sorti là, je suis sûr qu'il n'y en aura pas d'autres qui vont sortir, fait que je suis sûr que mon ruler, il est correct. La vie, c'est pas comme ça, malheureusement, sinon ça serait plate. Fait que nous autres, on a une variante officielle du jeu, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, qui permet d'ajouter un petit peu plus de piquant et d'imprévisibilité quant au décès soudain de certains rouleurs puis de certains advisors. Fait que tenez-vous-le pour dit, même si vous comprenez peut-être rien là-dedans jusqu'à maintenant. Tout ça pour dire que c'est pas un petit gros deck d'événements tout croche. Là, il y a quand même une chronologie dans les événements là, par rapport, entre autres, à la guerre de 100 ans, puis la réforme protestante. Là, il n'y a pas des affaires qui. Il y a un petit peu de jeu par rapport à quand est-ce que l'événement va sortir, puis d'incertitude. Mais vous n'aurez pas des scénarios complètement anti-historiques, là, où est-ce qu'il y a des cossins qui sortent avant d'autres, puis que ça n'a pas rapport. Fait qu'au final, ça va vous donner un deck d'événements. Vous allez piger les 5 premières cartes du deck d'événements, puis vous allez en révéler seulement les 3 premières, puis les deux autres, vous les laissez face down. Fait qu'il y a 3 événements qui sont comme disponibles pour être pris. Pendant une ronde, un joueur, à un moment ou à un autre, n'a pas le choix de prendre un événement. Il ne peut pas passer tant qu'il n'a pas pris au moins un événement. Fait que tôt ou tard, il y a un de nous quatre qui va prendre un de ces 3 événements-là. Quand ça va être fait, on va révéler le quatrième. Puis quand quelqu'un va prendre le deuxième événement de la ronde, là, on va révéler le cinquième. Fait que c'est intéressant en Nosti déjà, cette dynamique-là, parce que vous ne le savez pas pour sûr c'est quoi ces deux cartes-là, surtout pas dans les 5 premières cartes d'un âge. Puis là, peut-être que vous n'attendez une, mais peut-être qu'elle n'est pas là. Non, il y a peut-être un événement spécifique à Castiller qui se trouve là-dedans, mais peut-être pas. Fait qu'en l'attendant trop longtemps, je vais peut-être passer à côté de l'épidémie que j'aurais pu jouer. Fait qu'en tout cas, quand même très intéressant comme concept. Voilà les petites formes géométriques que je parlais. Oups. Puis dans le bas de chacune des cartes d'événements, vous avez aussi d'autres icônes comme des pirates qui apparaissent, des cardinaux qui meurent, puis toutes sortes de petites cochonneries qu'il peut y avoir. Ce crest-là indique que justement cet événement-là est propre à l'Autriche. Ceci dit, ça ne veut pas dire que c'est l'Autrichien qui doit le prendre. Moi, je pourrais le prendre comme Castille, puis je pourrais choisir une des deux affaires, mais typiquement, ces événements-là concernent plus le joueur qui est illustré par le symbole qu'il y a en bas à droite. L'autre chose, vous avez des jalons, des accomplissements, appelez ça comme vous voulez. Il y a 4 petits decks là, économique, politique, expansion, puis la guerre. Encore là, ces 3 affaires-là ne sont pas sans rappeler les couleurs qu'on avait sur le player board tantôt, puis il y a quand même un lien, là, puis on rajoute économique à ça. Puis ça, je vous dirais, c'est peut-être la plus grosse source de prestige du jeu. Là. Fait que c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Le premier qui réussit à avoir 2 de stabilité ou plus va aller chercher 5 points de prestige. Le deuxième va aller chercher 3. Le troisième va aller chercher 1. Puis le quatrième, il est trop tard. Puis tous ceux qui réussissent en plus ont le cadeau qui est en bas à droite. Puis ça, bon, j'ai un petit peu spiné de tour, comme on dit au Québec. Euh, Dormi au gaz aussi, qui est une autre, qui est un synonyme. Mais j'ai compris ça sur le tard, bon, autrement dit, dans ma game. Là. Mais ça, c'est fucking important, ces jalons-là. Laissez ces jalons-là dicter votre game. OK? Parce que je le répète, c'est une très grosse source de points de victoire. Fait qu'essayez d'être le premier, c'est impossible d'être partout, là, mais visez-en au moins 2, puis essayez d'être le premier pour ces deux-là. Êtes-vous capable d'assiéger 2 provinces ou plus dans le même tour? Êtes-vous capable d'aller chercher une carte de développement puis de flober ces utilisations le plus vite possible? C'est toujours dans l'optique là, d'être. Dans le fond, la façon de voir ça, là, c'est qu'il y a 36 points de prestige à se séparer à la gang là-dedans. Là. Fait que déjà, si vous avez plus que 9 points de prestige qui viennent de ça, vous avez un petit edge puis une petite avance par rapport aux autres. Fait que ça va ajouter de la replayability, évidemment, parce que c'est pas. Il y en a un paquet dans ce deck-là, puis voici celle qu'on a sortie pour notre game. Ensuite, il y a les fameuses idées là, qu'on peut voir un peu comme l'arbre technologique dans tous les jeux de ce type-là, un peu civilisation-like. Fait qu'encore là, administratif, diplomatique, militaire, vous avez les 3 qui ont un fond vert, là, c'est ce qu'ils appellent les idées de base qui vont être là systématiquement
à toutes les games, la tolérance religieuse, la quête pour le nouveau monde, puis les canons. Mais ces deux-là sont sortis du deck. Puis voici dans notre game ce qu'on peut avoir, des chevaliers nobles, la drill militaire, bon, une policy de colonisation. Puis ça aussi, c'est une source quand même de prestige. Moins que les jalons, mais n'empêche, les idées qui vous intéressent, essayez donc d'être premier dessus. Ça va vous donner 2 points de prestige. Puis les autres qui vont rechercher ça après vous autres, ça va vous donner du prestige aussi. Peut-être parce qu'ils ont copié sur vous, ce qui est toujours très flatteur. Mais bref, essayez d'être premier dans la mesure du possible là-dedans. Puis finalement, le status mat va nous indiquer, par exemple, on part tout avec un cardinal en partant qui est représenté par un cube ici. Là, on est tous égales, on en a tout un. Fait que qui contrôle le pape, qui est comme un enjeu quand même dans ce jeu-là, ben, c'est celui qui a le cube le plus à gauche. Fait que pour l'instant, c'est moi qui contrôle le pape. Fait que, on voyait les événements qui font crever des cardinaux. Vous pouvez être certain que je vais être une cible de choix à Sti. Euh, pour ça, là, parce que bon, quand votre cardinal crève, tout le reste shift à gauche. Puis là, par exemple, si mon cardinal crève, c'est l'Autriche qui est considérée comme contrôlant le pape. Puis c'est pas banal de contrôler le pape. Vous avez 3 cadeaux intéressants. Une pièce de rabais pour le salaire de vos advisors, un cube diplomatique de plus à toutes les rondes, puis vous avez un rabais quand vient le temps d'augmenter la stabilité de votre royaume. Puis si vous êtes le contrôleur incontesté du pape, ça c'est d'avoir la majorité absolue de cubes sur ce track-là. Si j'avais 2 cubes puis toutes les autres en avaient un, je serais le contrôleur incontesté du pape. Puis ça, c'est quand même, dans notre cas, une paye de 3 points de prestige à la fin de chaque ronde. C'est pas banal. Puis vous avez l'autorité impériale là, qui concerne plus l'Autrichien qui contrôle le Holy Roman Empire dans cette game-là. Tous nos petits jetons commencent ici, justement dans un rectangle qui s'appelle Notre événement n'a pas été fait. Fait que si par exemple la France prend son événement, elle va mettre son jeton ici pour dire que son événement a été pris. À partir de maintenant, elle peut passer à tout moment. La première personne qui va passer va avoir 5 piastres, le deuxième 3 piastres, le troisième 2 piastres, puis le quatrième, là, ça dépend combien est-ce qu'on est de joueurs, là, je me rappelle pas, mais plus vous passez tôt, plus vous avez de fric. Puis vous allez devenir aussi, si vous passez en premier, le premier joueur au début de la prochaine ronde. Fait que le scénario dicte que c'est le français qui commence ce scénario-là, puis vraiment l'ordre de jeu est spécifié, ça n'a pas rapport avec comment vous êtes assis autour de la table. Fait que organisez votre table en fonction de ce que le scénario vous dit et non l'inverse, parce que sinon vous allez être fourré en crise. Euh, mais après ça, à partir de là, la première personne à passer va être premier joueur, mais on continue de tourner encore dans le même sens, l'ordre de jeu. Fait que moi, je suis rendu drillé là, qu'après moi, dans notre game en play by email, c'est toujours North Winter qui est l'anglais, puis avant moi, c'est toujours Rico qui est le français. Là. Puis l'Autrichien joue après l'anglais. Là. Fait que voilà, c'était pour vous donner un petit tour d'horizon, un petit portrait rapide du setup. Là, on est prêt à partir. Fait que prochain scénario, on rentre dans l'action, c'est le cas de le dire, parce que dans la fin du setup, on pige des cartes d'action. On assigne des conseillers de notre choix en les payant, puis on garde certaines cartes qu'on prévoit de jouer pendant le tour. Fait que ça va être un go. On va peut-être même voir une coupe de tours de table d'action que les gens vont faire, puis je vais vous les expliquer à mesure pour que vous soyez capable d'apprendre à jouer au fur et à mesure qu'on avance dans le playthrough. Manquez pas la suite. À plus.